L'acte était posé sur la table, comme une chose morte. C'était une simple feuille de papier jauni. Un encrier en laiton pesait sur un coin. Les 4 hommes dans la grande salle de Waxmore le regardaient. Ils le regardaient comme on regarde une chose qu'on a convenu de ne pas toucher. La pluie glissait sur les hautes fenêtres en lents rideaux gris. On avait allumé un feu à contre-cœur. Il dégageait plus de fumée que de chaleur. L'air sentait la cendre humide. Et il y avait ce froid particulier qui habite les grandes maisons où personne n'est aimé. La femme était debout, l'homme était assis. Cet arrangement n'avait pas été discuté. C'était arrivé comme arrive le temps qu'il fait. Et personne n'avait songé à y changer quoi que ce soit. Son nom, pour autant qu'il le sache, était Madame Vane. Elle avait peut-être 32 ans. Elle portait une robe grise de deuil, usée au poignet. Elle se tenait avec une immobilité que les hommes de haut rang prenaient pour de la soumission, car ils n'avaient jamais eu à apprendre la différence. Ses mains étaient jointes devant elle et ne bougeaient pas. L'avoué, M. Pruitt, s'éclaircit la gorge et lut les termes à voix haute. Pendant sa lecture, le duc de Waxmore regardait la pluie, pas la femme. Car pour lui, la femme était une affaire en cours de conclusion. Et on ne regarde pas les affaires. Le domaine connu sous le nom de Grey Hollow Grange, Lutt Pruitt, ainsi que sa maison, ses dépendances, son verger et les 41 acres qui s'y rattachent, sont par la présente cédés, sans autre obligation à Madame Adeline Vane, veuve, pour son usage exclusif. Il fit une pause. Il semblait légèrement embarrassé. Sa grâce souhaite qu'il soit entendu que la propriété ne génère aucun revenu. Elle n'a pas de locataire de valeur et aucune perspective d'en avoir. Elle a un toit, dit l'intendant, mais je ne me tiendrai pas dessous par grand vent. Son nom était Silas Crail. Il servait le duché depuis 30 ans. Et il sourit en disant cela, un sourire fin et exercé. Le sourire d'un homme qui savait que la cruauté passe mieux quand elle se déguise en plaisanterie. Le duc ne dit rien pendant un instant. Puis il se détourna de la fenêtre. Julian, le 7e duc de Waxmore, était un homme dans la quarantaine. Il avait un beau visage froid et des yeux qui n'attendaient plus rien. Il avait cédé ce domaine sans valeur pour la plus simple des raisons. Une dette d'honneur envers un homme dont il ne se souvenait plus très bien. La dette avait été réclamée par lettre, et s'en acquitter avec Grey Hollow ne lui coûtait rien de précieux. Il a donné le domaine comme un autre homme donnerait un manteau dont il s'est lassé. Il s'attendait à ressentir, une fois l'affaire conclue, le petit soulagement net d'être débarrassé de quelque chose. « Vous comprenez, dit-il à la femme, que vous acceptez une ruine. »« Je comprends, dit-elle. La plupart des gens ne le feraient pas. Je ne suis pas la plupart des gens. » Elle le dit sans animosité, comme on annonce la météo. Et quelque chose dans le ton neutre de sa voix fit vaciller le sourire de Crail une demi-seconde. Le duc ne le remarqua pas. Il fit un geste vers l'acte. Pruitt le retourna et lui tendit la plume. 1 minute passa, puis 2. Elle ne se jeta pas dessus. Elle ne pleura pas de gratitude comme Crail s'y attendait. Elle ne marchanda pas, ni ne posa les questions qu'une femme sensée poserait sur les puits, les marais et l'hiver. Elle prit simplement la plume, signa son nom d'une main plus ferme que celle de n'importe quel homme à cette table. Puis elle la reposa et regarda enfin le duc droit dans les yeux. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qu'il ne pouvait nommer, quelque chose qu'il mettrait 1 an à essayer de nommer, sans succès. Ce n'était pas de la gratitude, c'était de la patience d'une marée. « Merci, votre grâce, dit-elle, de m'avoir rendu ce qui était déjà à moi. » Il entendit les mots, mais il ne les comprit pas. Il les prit pour l'étrange courtoisie formelle des gens du peuple, et il n'y pensa plus, car la pluie s'était calmée, et il voulait monter à cheval avant la nuit. Mace Crail, lui, les entendit différemment. Crail, qui n'oubliait rien, qui avait bâti sa vie sur les choses que les autres hommes oubliaient, sentit un petit doigt froid lui parcourir l'échine. Il la regarda plier l'acte contre son cœur, là où une femme garde ce qu'elle ne veut pas perdre. Et il pensa, sans encore savoir pourquoi, nous n'aurions pas dû la laisser nous approcher. Il y avait dans sa voix quelque chose de plus ancien que cette maison. Grey Hollow se trouvait à 7 milles à l'ouest, au fond d'une vallée froide que le soleil semblait quitter tôt et atteindre tard. Le chariot mit presque toute la journée pour l'y amener. Il cahotait sur des chemins boueux, passant devant des haies non taillées et des champs où le seigle avait poussé à l'état sauvage. Les portails pendaient, ouverts sur leurs gonds brisés. Adeline ne parla pas au charretier. Elle était assise, les mains sur les genoux,
et regardait la terre venir à sa rencontre. Et le charretier, qui aimait son salaire et le silence, ne vit pas qu'elle pleurait, car elle pleurait comme elle faisait tout le reste, sans bruit et sans que les larmes ne débordent. Elle n'avait pas vu cette vallée depuis 23 ans. Elle était devenue plus petite, comme le sont les lieux de l'enfance, et plus pauvre, et plus sauvage, mais pas méconnaissable. Et cela la bouleversa. Il y avait le méandre de la rivière, où les saules se penchaient. La pierre levée, dont les enfants juraient qu'elle était une sorcière pétrifiée pour ses péchés. La longue et basse colline. Et puis les cheminées. 4 cheminées. 3 effondrées. Une de travers sur un ciel couleur de noyer. Grey Hollow Grange. La maison que son père avait aimée. La maison d'où son père avait été chassé un matin d'hiver. Le chapeau à la main, ses enfants derrière lui. Son nom rayé à cette heure même des registres de tous ceux qu'il avait un jour appelés amis. Le chariot s'arrêta dans la cour. Elle descendit dans l'herbe qui lui arrivait aux chevilles. Une silhouette grise, et seule, au milieu d'une vaste ruine grise. Elle laissa le chariot s'éloigner dans un bruit de ferraille, et elle fut seule. La maison était en pire état que ce que les lettres avaient laissé entendre. La moitié de l'aile s'était abandonnée aux intempéries. Le toit n'était plus qu'une cage de chevrons noirs ouverte à la pluie. Les planchers en dessous avaient pourri et une récolte de champignons pâles y avait poussé. La cuisine avait été dépouillée. Même les chenets en fer avaient été arrachés et vendus. Et le grand hall, où sa mère se tenait autrefois, un chandelier à la main, à la veille de chaque récolte, n'était plus qu'un lieu de fientes d'oiseaux et de verres brisés, avec une table bancale que personne n'avait jugé bon d'emporter. Elle traversa tout cela sans broncher. Elle s'y était préparée pendant des années, comme un nageur se prépare à l'eau froide. Mais quand elle arriva à la grande fenêtre et regarda ce qui avait été le jardin, elle découvrit qu'elle ne pouvait plus se préparer à rien. Elle pressa son poing contre son sternum, là où siège le chagrin, et le maintint là, jusqu'à ce que le pire de la vague soit passé. Au centre de la vieille cour se trouvait le poirier. Son grand-père l'avait planté. Son père l'y avait hissé quand elle était enfant. Elle s'asseyait dans ses branches les soirs d'été, avec toute la vallée dorée en contrebas. Et elle croyait, comme le font les très jeunes, que le monde était bon et le resterait. L'arbre était mort maintenant, ou il semblait mort. Son écorce était devenue noire et s'était fendillée. Ses branches nues et cassantes s'élevaient de l'herbe haute, comme les doigts d'une main griffant l'air pour se libérer. Il aurait dû pourrir et tomber depuis longtemps. Mais non. Il se tenait comme elle se tenait, en ruine, mais refusant de céder. Et quand elle le vit, son souffle se coupa. Car c'était la première chose dans toute cette désolation qui ne ressemblait pas à une perte. Cela ressemblait à une promesse que la terre avait faite et qu'elle comptait tenir. C'est alors qu'elle entendit le grognement. Le chien sorti de sous l'aile est effondré, bas sur pattes et lent. Une grande bête grise et décharnée, avec une oreille déchirée, et les yeux méfiants et solitaires d'une créature à qui tout ce qui s'est approché a jeté des pierres. Il était d'une maigreur cruelle. Il montra les dents. Il n'avança pas et ne recula pas. Il tenait simplement sa position dans l'épave qu'il s'était appropriée. Et il lui dit, dans le seul langage qu'il connaissait, que c'était sa place maintenant, qu'il n'avait plus rien à perdre, et qu'il défendrait ce rien jusqu'à la mort. Adeline ne tendit pas la main vers lui. Elle s'accroupit simplement à son niveau, s'immobilisa et attendit. Et la pluie tomba sur eux deux. 1 minute, 2. Le grognement s'apaisa. L'oreille déchirée du chien tressaillit. Et après un long moment, parce qu'elle lui avait donné la seule chose que personne ne lui avait jamais donnée, du temps, il rampa sur le ventre, s'arrêta et la regarda avec une expression qui ressemblait presque à des excuses. « Je sais, dit-elle. Personne ne voulait de toi non plus. » Le soir venu, elle avait rendu habitable la seule pièce sèche. Elle avait allumé un feu avec du bois qu'elle avait fendu elle-même. Et elle avait partagé avec le chien le pain et le fromage qu'elle avait apportés. Il mangea à 1 mètre de distance et ne s'approcha pas plus. Mais il ne partit pas. Et quand elle s'allongea sur son manteau plié près du petit feu, il s'allongea aussi, dans l'embrasure de la porte, entre elle et l'obscurité. Et ce fut la première nuit en 23 ans qu'Adeline Ashford dormit sous le toit de son père. L'âtre était chaud. La première chose chaude que la maison avait contenue depuis plus longtemps que le chien n'était en vie. Et dehors, dans la cour noire,
Le poirier mort montait la garde sur ce qu'il savait et ne dirait pas encore. Le village s'appelait Lowford, et il se prononça contre elle avant même qu'elle ait passé 3 jours au domaine. Au début, elle ne comprit pas à quel point un lieu pouvait se fermer complètement. Elle fit les 2000 à pied pour acheter de la farine, du suif et des graines, avec des pièces aussi bonnes que celles de n'importe qui. Et le meunier, sur un simple regard d'un maigre employé venu spécialement de Wexmoor, trouva que le prix avait augmenté. Et il augmenta encore, quand elle ne scilla pas, jusqu'à atteindre 3 fois ce que le fermier derrière elle payait pour le même sac. Le chandelier n'avait pas de bougie à lui vendre. Le forgeron était trop occupé pour réparer son portail. Et elle comprit qu'il serait trop occupé pour le reste de sa vie. Finalement, les conversations cessaient quand elle entrait, et reprenaient plus bas quand elle partait. Et ce qui se disait, c'est que la nouvelle femme de Grey Hollow était folle, ou une usurpatrice, ou une sorcière comme la pierre levée, qu'elle ne passerait pas l'hiver, et qu'il serait imprudent de l'aider. Ici, le nom de l'homme n'était pas prononcé, mais on comprenait qu'il s'agissait de celui qui les tenait. Elle ne discuta pas, elle ne pleura pas dans la ruelle où il pouvait la voir. Elle paya simplement le vol du meunier sans un mot, car elle avait besoin de la farine. Elle la transporta sur 2000 jusqu'à chez elle, sur son propre dos, sous la pluie. Et elle fit de même la semaine suivante, et celle d'après. Et Lowford la regarda faire, et fut, peu à peu, déstabilisée. Car la cruauté s'attend soit à la soumission, soit à la fureur. Et elle ne lui donna ni l'une ni l'autre. Elle lui donna de la patience. Et la patience est une chose déconcertante pour des gens à qui l'on a dit que la force et le bruit sont ce qu'il y a de plus effrayant au monde. À 7000 de là, dans l'étroite maison de l'intendant derrière les écuries de Wexmoor, Silas Crale veillait tard sur ses registres et n'était pas satisfait. Il avait mis la machine en marche assez facilement. Il lui avait suffi de faire savoir que la femme ne devait recevoir aucune aide. Et le village, qui vivait et mourait au bon plaisir du duché, avait fait le reste. Selon toute logique, elle aurait déjà dû être brisée. Le domaine ne pouvait pas la nourrir. L'hiver l'achèverait. Il avait ruiné des gens plus coriaces pour de moindres raisons, mais il n'était pas satisfait. Il retournait ses mots encore et encore, comme un homme triture une pierre dans sa poche. De m'avoir rendu ce qui était déjà à moi. Ce n'était rien. C'était une phrase. Et pourtant, elle s'était logée en lui comme une écharde sous l'ongle. Car il y avait une chose dans le passé de Crale, une seule chose, qu'il avait passé 30 ans à enterrer profondément, et les fondations de tout ce qu'il était maintenant reposaient sur le fait que cette chose reste enterrée. Il se leva et prit dans une armoire fermée à clé une vieille carte de la vallée de l'Ouest. Il regarda longuement les 41 acres, marqués d'une écriture pâlie d'employé, avec un nom qui n'était pas Wexmoor, et qui était devenu Wexmoor par sa propre main jeune et ferme. Il y a une vie de cela. Il avait été si prudent. Il avait brûlé les originaux et les avait regardés brûler. Il ne restait aucune preuve au monde que Grey Hollow ait jamais appartenu à la famille à qui il appartenait. Et l'homme qui aurait pu témoigner était mort de froid et de honte le printemps suivant. Ses enfants s'étaient dispersés, et on n'en avait plus jamais entendu parler. Il n'y avait pas de danger. Il se répétait qu'il n'y avait pas de danger. Il roula la carte, la rangea sous clé, et ne put dormir. À Grey Hollow, le chien avait maintenant un nom. Elle ne l'avait pas choisi. Il l'avait mérité. Le 4e matin, elle l'avait trouvé debout dans les cendres froides de l'âtre, gris de la truffe à la queue à cause de la poussière. Il avait l'air si absurde et si content de lui qu'elle avait ri aux éclats, pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir. « Cendre », avait-elle dit. « Espèce de créature ridicule. Cendre ». Et il avait remué le moignon de queue qu'il n'avait clairement pas remué depuis des années. Le nom était resté, et lui aussi. Il la suivait maintenant à une distance d'un peu plus d'1 mètre. Et quand des hommes envoyés par Crale remontaient le chemin pour compter ses réserves qui diminuaient et faire un rapport sur les progrès de son désespoir, Cendre se plaçait entre elle et eux et montrait toutes les dents qu'il avait. Et les hommes ne remontaient pas le chemin une 2e fois. Elle travaillait. Il n'y a pas d'autre mot pour ces premières semaines. Elle travaillait simplement du gris de l'aube au gris du crépuscule. Et le travail était la seule prière qu'elle s'autorisait. Elle nettoya la cuisine, la récura, et réussit à faire fonctionner la grande cuisinière rouillée. Elle tirait maintenant et pouvait maintenir un feu. Elle ne pleurait pas, elle creusait, elle ne désespérait pas, elle plantait. Elle retourna un coin de l'ancien potager avec une fourche qu'elle avait trouvée dans le puits et qu'elle avait huilée.
Elle y planta les graines qu'elle avait portées sur 7000 sur son dos. Et par-dessus, elle ne prononça aucun mot, car certains espoirs sont trop importants pour risquer de les exprimer. Elle ne les laissa pas la voir craquer. Et le village regardait la cheminée de Grey Hollow, laisser échapper son mince filet de fumée chaque matin, contre toute attente. Et il ne savait que penser d'un feu qui ne voulait pas s'éteindre. Pour comprendre pourquoi une femme porterait de la farine sur 7000 sur son dos, plutôt que d'abandonner une ruine, il faut remonter 23 ans en arrière, à un autre hiver, dans la même vallée, et à un homme nommé Thomas Ashford, le père d'Adeline, qui était, de l'avis de tous ceux qui l'ont connu avant que le monde ne leur apprenne à oublier, un homme bon. Les Ashford détenaient Grey Hollow depuis 5 générations. Ils faisaient partie de la petite noblesse terrienne, honnête, celle que les grandes familles ne remarquaient ni n'avaient besoin. Ils avaient bien cultivé leurs 41 acres, payé leurs dettes et élevé leurs enfants pour qu'ils soient bons. Et Thomas avait aimé cette terre de la manière particulière dont un homme aime une chose qu'il a l'intention de laisser en meilleur état qu'il ne l'a trouvée. Il planta les poiriers, ses enfants, tout le long du mur sud. Il portait sa petite fille sur ses épaules à travers le verger. Il lui nommait chaque arbre, et il lui répétait, encore et encore, la phrase qu'elle porterait en elle toute sa vie, ruinée et non ruinée. La terre reconnaît les siens, a dit. Sois bonne avec elle, et elle te gardera sa foi, bien après que les gens ne le fassent plus. Il n'avait pas compté sur Silas Crail. Crail était arrivé dans la vallée comme jeune intendant du 6e duc, le père de Julian. Un homme avide qui mesurait sa valeur en acres. Il avait chargé son intendant de consolider les possessions de l'Ouest par tous les moyens que la loi pouvait cautionner. Grey Hollow se trouvait en plein milieu des terres que le duché souhaitait annexer. Et Thomas Ashford ne voulait pas vendre, car la terre n'était pas à lui, disait-il. Il n'en était que le gardien. Alors Crail, qui était jeune, brillant et totalement sans scrupules, fit ce que la loi pouvait être amenée à permettre. Il fabriqua une dette, un prêt qui n'avait jamais été fait, et une signature copiée si fidèlement que Thomas Ashford, dans le bureau du magistrat, devint blanc puis silencieux. Car il ne pouvait pas prouver un négatif, car les hommes qui allaient décider étaient les hommes du duc. Et parce que dans cette pièce, la vérité n'avait aucun ami, ils prirent le domaine en une seule matinée. Ils rayèrent son nom des registres de la paroisse et de la mémoire même du lieu, comme les puissants savent le faire. Si bien qu'en quelques années, c'était comme si les Ashford n'avaient jamais existé. Comme si un homme bon n'était pas mort le printemps suivant dans un lit d'emprunt, le visage tourné vers le mur. Adeline avait 9 ans. Elle se souvenait du chariot. Elle se souvenait des mains de son père, si ferme toute sa vie, qui tremblait sans pouvoir s'arrêter. Et la dernière chose qu'il avait réussi à lui dire, penché près d'elle pour que les autres n'entendent pas, dans la hutte froide où la neige passait sous la porte, « J'ai gardé la preuve », a dit. Sa voix n'était qu'un fil. Ses yeux brûlaient. « Je n'ai pas pu nous sauver avec. Il n'y avait personne à qui la donner. Et ils l'auraient seulement brûlé comme ils ont brûlé le reste. Mais je l'ai caché. Je l'ai caché là où la terre garde les siens. Un jour, il y aura des oreilles pour écouter. Et quand ce jour viendra, tu rentreras à la maison, et tu demanderas à l'arbre. » Son souffle lui manqua alors. « Demande à l'arbre, » répéta-t-il, et ce fut tout. Et il s'en alla. Et elle n'était qu'une enfant, et n'avait pas compris. Et les mots avaient sombré en elle, comme une pierre dans un puits. Et ils étaient restés au fond d'elle, sombres et en attente, pendant 23 ans. Elle avait grandi. Un mariage ni cruel ni chaleureux, avec un drapier tranquille nommé Vane, l'avait laissée veuve, avec une petite somme d'argent et juste assez de liberté pour commencer le travail patient et acharné des dépossédés. Elle avait cherché. Elle avait retrouvé la fille de l'ancien greffier de la paroisse dans un hospice. Et elle lui avait acheté, pour sa dernière pièce, une seule page à moitié brûlée. Pas la preuve elle-même, mais un registre indiquant qu'une preuve avait existé et avait été réduite au silence. C'était assez pour commencer. Et puis était venu le tournant le plus étrange de tous. Elle avait écrit à l'actuel duc de Waxmore, Louis rappelant la véritable et ancienne dette d'honneur que son père devait aux siens et n'avait jamais remboursée. Et le 7e duc, qui ne savait rien et s'en souciait encore moins, s'en était acquitté avec la monnaie la moins chère qu'il possédait. Il lui avait donné le domaine sans valeur dont personne ne voulait. Il lui avait rendu le sol même dans lequel son père avait enterré la vérité. Elle se tenait maintenant sur ce sol, 23 ans plus tard.
Une femme libre avec un acte contre son cœur et un arbre mort dans sa cour. Et elle comprenait enfin ce que son père n'avait pas pu faire comprendre à une enfant de 9 ans. Demande à l'arbre. Elle ne savait pas encore comment, mais elle savait avec une certitude profonde et lente qu'il avait porté à travers la pluie, encore et encore, que la preuve était ici, qu'elle avait attendu comme elle avait attendu, et qu'elle ne quitterait pas cette vallée une seconde fois sans elle. L'hiver s'abattit durement, et elle ne craqua pas. Et cela, plus que toute rumeur, plus que toute boutique fermée, fut ce qui commença à faire tourner la vallée. Cela commença avec le vieil Eli Marsh. Il était la dernière âme vivante à avoir travaillé la terre de Grey Hollow à l'époque des Ashford. Un homme voûté, buriné, monosyllabique de près de 80 ans. Il vivait seul dans une masure à l'autre bout de la vallée et ne parlait à presque personne. Il avait observé la fumée de la cheminée de la nouvelle femme tout au long de novembre, comme un marin observe une lumière lointaine. Et le premier matin glacial de décembre, quand on put la voir dans son verger mort avec une hache, en train de couper les branches pourries qui menaçaient le reste, il s'approcha jusqu'à son portail brisé et resta là. Il mâchonnait jusqu'à ce qu'elle le remarque et vienne en s'essuyant les mains. Il la regarda longtemps. Son visage, puis ses mains, puis étrangement, sa façon de se tenir. Le poids bien réparti et le menton droit. Et quelque chose bougea derrière ses vieux yeux. « Vous tenez une serpe comme quelqu'un qui a appris jeune, dit-il. Ce n'était pas une question. On m'a appris jeune, dit-elle. Par qui? Elle aurait pu mentir. Elle avait menti à tout le monde pendant des mois. Mais il y avait quelque chose dans son visage qu'elle n'avait vu dans aucun autre visage de cette vallée. Et cela délia sa langue contre toute prudence. Par un homme qui aimait ce verger, dit-elle doucement, plus qu'il n'aimait sa propre sécurité. C'est pourquoi il n'eut ni l'un ni l'autre à la fin. La mâchoire du vieil homme cessa de bouger. Il la fixa. Puis il dit la chose dont elle se souviendrait sur son lit de mort. La phrase abrupte qui la nommait, non pas comme une étrangère venue pour échouer, mais comme une chose qui revenait. Il dit, « J'ai connu votre père. Je vous aurais reconnu n'importe où. Vous avez sa façon de vous tenir dans le froid, comme si vous en aviez le droit. » Il fit une pause. Il regarda le poirier mort, puis de nouveau elle, et sa vieille voix se brisa net. « La terre reconnaît les siens, ma fille. » Elle attendait. Moi aussi. Elle ne pleura pas. Elle prit sa vieille main dure dans les siennes et la serra. Et le chien Cendre, qui ne faisait confiance à aucun homme vivant, vint presser sa grosse tête grise contre le genou du vieil homme. Et tous les trois restèrent là, dans la matinée blanche. Et ce fut le jour où Grey Hollow cessa d'être une ruine et redevint un foyer où ces gens revenaient. Je vais faire une pause ici un instant, car certains d'entre vous ont parcouru ce long chemin froid avec Adeline, et souhaitent peut-être continuer la route avec elle. Et si son histoire vous a touché, vous pouvez le faire savoir en vous abonnant, pour que la prochaine histoire trouve son chemin jusqu'à vous, comme le vieil Eli a trouvé son chemin jusqu'à ce portail brisé. Et maintenant, retournons dans la vallée, où la fumée s'élevait et où les graines dormaient sous le gel, et où tout, contre toute attente, avait commencé à pousser. Eli vint tous les jours après cela. Il apporta des outils qu'il avait gardés huilés pendant 50 ans pour un jour qu'il n'avait jamais nommé. Il lui montra où passaient les anciens drains, quels champs buvaient et lesquels nourrissaient. Il ne pouvait pas soulever grand-chose, mais il pouvait montrer, et il pouvait se souvenir. Et ce souvenir était la chose dont la vallée avait le plus besoin. Là où Eli venait, d'autres suivirent par 2 et par 3. La veuve d'un locataire qui craignait moins Crail que la famine. 2 jeunes frères avec des dos solides et pas de terre à eux. L'apprenti même du forgeron, se faufilant sur le chemin après la tombée de la nuit pour réparer un portail que le forgeron ne voulait pas réparer. Au tournant de l'année, ils étaient 6, puis 9. Et les cheminées de Grey Hollow, qui n'avaient pas toutes fumé ensemble depuis une génération, fumaient maintenant ensemble. Et la vallée en contrebas regardait la fumée et ne savait pas s'il fallait être heureux ou avoir peur. Et elle était un peu des deux. Le duc vint au printemps. Il n'en avait pas l'intention. Il voulait seulement parcourir la frontière ouest, ce qu'il faisait peut-être une fois par an, et sans plaisir. Mais Crail, devenant chaque jour plus gris et silencieux, avait insisté avec une urgence que le duc trouvait lassante et n'examina pas. Il y avait des irrégularités à Grey Hollow, dit Crail. La femme rassemblait des gens. Elle et elle, dit Crail, le mot sortant de lui, fin et sec, s'organisait.
Le duc ne se souciait pas d'une veuve et de ses poulets, mais la matinée était belle, et l'intendant n'en démordait pas. Il parcourut donc les 7 milles vers l'ouest, s'attendant à trouver une masure et une harpie, et à être de retour pour midi. Il arrêta son cheval en haut de la longue colline, et pendant un instant, il ne sut pas où il était. Il se souvenait de Grey Hollow, ou de l'idée qu'il s'en faisait. L'entrée dans le registre, le mot ruine. Ce qui s'étendait en dessous de lui dans la lumière verte du printemps n'était pas une ruine. Les champs avaient été labourés et verdissaient, les haies étaient taillées, les portails étaient droits. La maison avait perdu sa cage de chevrons noirs, l'aile était nouvellement couverte. Le chaume frais, d'un or pâle, contrastait avec la vieille pierre grise. La fumée s'élevait, 3 colonnes, droite dans le matin calme. Il y avait des moutons dans le pré de la pierre levée, une fille menant des oies, un grand chien gris endormi au soleil. Et il y avait une femme qui traversait la cour avec un joug et des seaux sur les épaules. Elle se déplaçait avec l'économie tranquille de quelqu'un qui a fait la même chose 10 000 fois. Et tandis que le duc la regardait, quelque chose tourna dans sa poitrine, qui n'avait pas tourné depuis des années, lente et douloureux, comme une clé dans une serrure longtemps rouillée. Il descendit. Elle posa les seaux quand elle le vit, et attendit, sans se presser pour l'accueillir, ni faire semblant de ne pas le voir. Et le chien se leva, vint à ses côtés, et le regarda avec des yeux jaunes et plats. « Madame Vane, dit-il, votre grâce. » Il regarda autour de lui, incapable de s'arrêter. Le nouveau toit, la terre retournée, les agneaux, la vie ordinaire et impossible de l'endroit. Et il s'entendit dire, d'une voix devenue étrange à ses propres oreilles, « Qu'avez-vous fait ici? » « Seulement ce qui devait être fait, dit-elle. « Je vous ai donné une ruine. Vous m'avez donné un commencement, dit-elle, et vous l'avez appelé une ruine, parce que vous n'aviez jamais vu ce qu'il pouvait être. La plupart des hommes ne le peuvent pas. Ils voient la chose brisée et pensent que la brisure est sa vérité. » Elle le regarda avec cette même patience qu'il avait emporté de la pièce froide, une saison auparavant, et jamais déposée. Mais la brisure n'est que ce qui lui a été fait. Ce n'est pas ce qu'elle est. Il ne répondit pas. Il n'avait pas de réponse. Il était un homme à qui tout avait été donné et qui avait laissé tout devenir gris autour de lui. Ses grandes maisons froides, son mariage froid que la grippe avait terminé 2 ans auparavant, laissant non pas le chagrin, qui aurait au moins été quelque chose, mais un vide vaste et plat. Et maintenant, il regardait la femme en gris rapiécé transformer le domaine qu'il avait jeté, le transformer en la seule chose vivante qu'il ait vue en une décennie. Et il sentit la première fine fissure parcourir le vide, et cela l'effraya, et il ne put détourner le regard. Son œil tomba sur le poirier, toujours noir, toujours nu au milieu de toute cette verdure, la seule chose morte dans la cour. Celui-là devrait être abattu, dit-il, parce qu'il avait besoin de dire quelque chose. Non, dit-elle, vite, trop vite. Puis, se reprenant, d'un ton égal à nouveau. Non, il reviendra. Certaines choses ont seulement l'air mortes, votre grâce. Elles attendent juste le bon printemps. Il resta 1 heure. Il avait prévu de rester 10 minutes. Quand il repartit enfin, il resta silencieux pendant les 7 milles du retour. Et Crail, le rencontrant dans la cour de l'écurie, vit le visage du duc et laissa mourir son rapport, car c'était le visage d'un homme qui avait vu quelque chose. Et Crail avait passé toute sa vie à redouter exactement cela, le jour où le duc de Waxmore commencerait enfin à voir. Il avait jusqu'à l'automne pour agir, et il le savait maintenant. Comme un homme qui se noie, connaît la profondeur de l'eau. La femme n'échouait pas. La femme prospérait, et la vallée se tournait vers elle. Et le duc était le danger que Crail n'avait jamais eu à craindre en 30 ans. Le danger que son propre maître se mette à avoir des yeux. Si la femme trouvait un fil et que le duc était d'humeur à le tirer, toute l'affaire enterrée pourrait ressurgir du sol. Et Silas Crail sombrerait dans une obscurité d'où aucune ruse d'intendant ne pourrait le sortir. Il ne pouvait pas le permettre. Il n'avait pas commis son seul grand crime pour être défait dans sa vieillesse par une veuve avec une fourche et un chien. Alors il cessa d'être malin, ce qui fut sa grande erreur. Et dans la peur, il eut recours, comme le font toujours les hommes puissants et effrayés, à la force. Le coup tomba au milieu de l'été. 2 de ces jeunes hommes avaient construit un barrage sur le doigt pointé d'Élie pour ramener l'herbe dans le pré du bas. 1 mois de travail se dressait entre la rivière et 40 acres nouvellement ensemencés. À une heure sombre après minuit, un homme payé par Crail descendit à travers les saules,
avec une barre de fer et le brisa. L'eau déferla comme un mur. Elle aurait noyé toute la ferme du bas, la nouvelle herbe, les agneaux endormis, très probablement les hommes dans la bergerie. Mais le chien se réveilla. Cendre leva la tête dans la cour sombre et poussa un hurlement que personne ne lui avait jamais entendu. Long, brisé et terrible. Et cela fit sortir Adeline en chemise de nuit avec une lanterne. Et elle vit l'eau blanche arriver et réveilla les hommes en criant. Ils sauvèrent ce qui pouvait être sauvé. Les vies, les agneaux, 3 des 40 acres, travaillant avec de l'eau jusqu'à la poitrine, jusqu'à l'aube. Et quand la lumière se leva, elle leur montra le barrage brisé et la coupe nette de la barre de fer. Une coupe qu'aucune inondation ne fait jamais. Et ils comprirent, mouillés et ruinés dans le matin froid, exactement ce qui avait été fait et par qui. C'est le moment où elle fut le plus près de craquer de toute cette longue année. Elle se tenait au bord du champ inondé, les mains vides le long du corps. Ellie, à côté d'elle, pleurait les larmes lentes et furieuses des très vieux. Et les jeunes hommes la regardaient pour savoir s'il fallait désespérer. Et pendant un instant, un seul, Adeline Ashford sentit tout le poids de 23 ans s'abattre sur elle d'un coup, et elle faillit plier sous le fardeau. Et puis le cabriolet arriva sur le chemin. Il était conduit vite et mal par une femme dans une cape de voyage noire. Elle arrêta le cheval dans la cour inondée, descendit dans la boue avec de bonnes bottes. Elle jeta un regard circulaire sur les décombres et les gens mouillés et épuisés. Et elle dit, d'une voix comme une lime sur du fer, « Eh bien, ils sont enfin devenus négligents. » Je commençais à croire qu'ils ne le seraient jamais. Elle avait peut-être 60 ans, le visage anguleux, magnifiquement peu impressionné par la ruine. « Adeline Ashford, vous avez les os de votre mère et l'entêtement idiot de votre père. Et Dieu merci pour les deux. Je suis Esther Quillen. Je vous ai appris vos lettres dans cette maison, même avant que ces voleurs ne nous mettent à la porte. Et j'ai passé 30 ans à apprendre la loi pour le jour où vous m'écririez, ce que vous avez finalement fait. » Elle regarda le barrage brisé avec une joie terrible et scintillante. Un homme qui brise un barrage la nuit a peur, et un homme effrayé commet la seule erreur que les prudents ne font jamais. Il agit. Nous allons pendre Silas Crale avec sa propre corde, dans le respect de la loi. Et nous commençons par la seule chose qu'il n'a jamais pu trouver ou détruire. Votre père a juré qu'elle existait encore, la preuve. Où est-elle? Et Adeline, debout au milieu des décombres de la moitié de ses espoirs, avec l'autre moitié qui reprenait vie soudainement, se tourna et regarda à travers la cour inondée et brillante. Elle regarda la seule chose que l'inondation n'avait pas touchée. La seule chose qui se tenait comme elle, s'était toujours tenue, noire, nue et attendant sous le soleil levant. Il m'a dit de demander à l'arbre, dit-elle. Elles allèrent à l'arbre. Il était resté si longtemps, mort et immortel, au centre de tout, qu'elle avait fouillé tout le reste du domaine, avant de se permettre de croire que son père avait pu être si direct. Elle avait soulevé des planchers, sondé des murs et vidé le puits à sec. Elle avait pris « demande à l'arbre » pour une énigme, comme les gens intelligents prennent toujours le simple pour une énigme. Mais Hester Quillen chercha avec le bon sens froid et simple d'une avocate, pas avec le chagrin d'une enfant. Et elle fit une fois le tour du tronc noir dans l'herbe mouillée. Elle s'arrêta là, où les grandes racines se soulevaient du côté sud, et elle dit « Votre père a planté les enfants de cet arbre tout le long de ce mur. Un homme qui plante ne cache pas une chose dans la pierre ou l'eau. Il le cache dans la terre, dans la seule racine que personne ne déterrera jamais, car la déterrer, c'est tuer l'arbre. Et il fait confiance à l'arbre pour garder la foi, car c'est la seule chose au monde en qui il peut avoir confiance. Apportez les pelles, avec précaution. Nous n'allons pas lui faire de mal. » Ils creusèrent. Ils creusèrent lentement et doucement comme des chirurgiens tout au long de ce long après-midi, dégageant la terre de la grande racine sud. Et toute la maisonnée se tenait autour en un cercle silencieux. La lumière devint dorée et oblique. Et juste au moment où Adeline recommençait à désespérer, la pelle d'un des jeunes hommes heurta quelque chose qui n'était ni de la pierre, ni une racine. C'était une boîte plate en tôle de plomb, soudée pour la protéger de l'humidité, pas plus grande qu'une Bible. Enveloppée dans une lanière de cuir huilé, devenue aussi noire que l'arbre, et nichée dans la courbe de la racine, comme si celle-ci avait poussé autour d'elle, exprès pour la protéger. Ce qui, après 23 ans, était peut-être le cas. Adeline la sortit avec ses 2 mains. Elle ne pesait rien, elle pesait tout. Elle s'agenouilla dans la lumière dorée, avec le dernier secret de son père sur ses genoux. Et elle ne pouvait se résoudre à l'ouvrir.
car tant qu'elle était fermée, elle pouvait être n'importe quoi, la totalité de son espoir ou sa mort. Et elle avait porté l'espoir si longtemps qu'elle craignait le moment où il devrait devenir vrai ou ne devenir rien. « Ouvrez-la, ma fille », dit Ellie très doucement. Il l'a cachée pour que vous l'ouvriez. Elle brisa le joint soudé avec un couteau. À l'intérieur, sec comme au jour où ils avaient été scellés, se trouvaient 3 objets. Le premier était le véritable acte de propriété de Grey Hollow Grange, celui que Crail croyait avoir vu brûler, accordé aux Ashford 5 générations auparavant. Le deuxième était une lettre de la main de son père, datée de la semaine de sa ruine. Elle y décrivait tout ce qui avait été fait. La dette forgée, la fausse signature, le magistrat qui ne voulait pas l'entendre, et elle nommait l'intendant, Silas Crail, qui avait bâti le mensonge, et le 6e duc, qui l'avait laissé faire. Et le 3e objet transformait la parole d'un homme ruiné contre les puissants en une corde qui supporterait un poids. C'était le premier brouillon du faussaire lui-même. Crail, jeune et arrogant, avait pratiqué la fausse signature encore et encore sur une seule feuille avant de la mettre sur l'acte, devenant plus sûr de ligne en ligne vers un nom parfaitement copié. La main de Crail, le crime de Crail, apprenant à être un voleur. Hester Quillen le regarda pendant un très long moment, puis elle laissa échapper un lent soupir. Et pour une fois dans sa vie acide, elle n'eut rien de tranchant à dire. « Oh Thomas, dit-elle doucement à l'air doré, toi, homme malin et fidèle, tu l'as gardé après tout. » Elle plia les papiers avec des mains pas tout à fait fermes et leva les yeux vers Adeline. « Nous le tenons, me comprenez-vous? L'acte vous donne la terre, la lettre vous donne le tort. Mais ceci, elle toucha la feuille d'entraînement, ceci nous donne l'homme dans un tribunal, devant un juge qui ne répond à aucun duc. Nous le tenons. » Adeline ne cria pas de joie. Elle ne pleura pas. Elle posa sa main contre l'écorce noire de l'arbre qui avait gardé la foi pendant 23 ans. Paume à plat, comme on touche une chose vivante. Et elle resta ainsi un long moment, tandis que le soleil se couchait. Et que ce soit un tour de la lumière dorée déclinante, ou que la saison soit simplement enfin arrivée, ceux qui étaient les plus proches d'elle jurèrent par la suite qu'ils virent, sur la plus basse brindille de l'arbre longtemps mort, le premier nœud vert et dur d'un bourgeon. Ils le firent dans le respect de la loi, comme Hester l'avait promis. Et ils le firent là où Crail ne pouvait pas atteindre les leviers, portant l'affaire non pas devant le magistrat local, qui était la créature du duché, mais devant la cour d'assises de la ville du comté, là où Hester Quillen avait passé 30 ans à se faire connaître de gens qui ne pouvaient être achetés. Et ils le firent sur l'insistance d'Adeline elle-même et contre l'avis d'Esther, en présence du duc, car elle avait longuement pensé au duc. Elle avait tout à fait le droit de le ruiner avec cela. Sa maison avait bâti ses possessions de l'Ouest sur les eaux de la Sienne. Et la loi aurait bien pu dépouiller le 7e duc de plus que le domaine. Mais elle avait vu son visage se transformer dans sa cour au printemps. Elle avait vu la lumière entrer dans le vide. Et elle avait fait un choix qu'Esther qualifia de faible, qu'Ellie qualifia de juste, et qu'elle-même qualifia simplement de vérité. Que le fils qui ne savait rien n'était pas le père qui avait tout su, et qu'un homme à qui l'on donne la chance de choisir correctement devrait avoir cette chance avant d'être condamné pour avoir mal choisi. Alors elle lui écrivit. Elle lui écrivit une seule ligne. « Venez aux assises le jour de l'audience de Crail, apprenez sur quoi votre maison est bâtie, et décidez devant Dieu et le comté quel genre d'homme vous comptez être. » Il vint. Bien sûr qu'il vint. Il n'avait pas pu cesser de penser à elle depuis le printemps, et la ligne de sa lettre frappa le vide fissuré en lui comme un marteau. Il s'assit au fond du tribunal, seul, en vêtements sombres et simples, et regarda. Il regarda Hester Quillen exposer l'affaire, pièce par pièce, l'acte, la lettre, la feuille d'entraînement. L'expert qui jura que la main du brouillon et celle de l'acte falsifié étaient les mêmes. Il regarda le vieil Ellie Marsh monter en tremblant à la barre, et raconter, dans ses monosyllabes cassés, le matin d'il y a 23 ans où Thomas Ashford fut mis à la porte. Et il regarda Silas Crail, qui avait régné sur la vallée par la peur pendant 30 ans, s'asseoir, gris et diminué, tandis que la corde se resserrait. Son sang-froid se désagrégeant ligne par ligne jusqu'à la fin. Quand sa propre main plus jeune fut montrée devant le tribunal, apprenant à être un faussaire, le masque ne glissa pas, tant qu'il ne tomba d'un seul coup par terre. Crail se leva. Il ne put s'en empêcher. 30 ans de peur enfouie sortirent de lui en un seul cri rauque. Cette terre ne valait rien.
Ce n'était rien. Il l'aurait seulement laissé pourrir. Et il s'arrêta, entendant la confession dans ses propres mots. Tout le tribunal l'entendit aussi, et se tut. Et Silas Crale resta là, sa ruine sur le visage, et comprit que l'enterrement était terminé. C'est alors que le duc se leva. La salle se tourna. Il descendit l'allée dans le silence de mort, et il ne regarda pas Crale. Il regarda Adeline, et il dit, d'une voix claire qui porta jusqu'à chaque coin, la chose qui décida quel genre d'homme il comptait être. « Ma maison a fait cela, » dit Julian, duc de Wexmoor. « Mon père savait, sais-tu, et en a profité. Et j'ai passé ma vie à jouir du profit, sans poser de questions. Je ne me tairai pas. » Il se tourna vers le juge. « Tout ce que ce tribunal exigera de moi pour réparer cela, il l'aura. La terre est à elle. Elle a toujours été à elle. Je lui ai rendu ce qui lui appartenait déjà, et je ne savais même pas que je le faisais. » Il regarda de nouveau Adeline, et son visage froid et fin n'était plus froid du tout maintenant. Il était ouvert, frappé et vivant. Elle m'a dit, dans sa cour, que la brisure d'une chose n'est pas sa vérité, seulement ce qui lui a été fait. Sa voix se cassa et tint bon. J'ai été une chose brisée pendant longtemps. J'aimerais, si elle me le permet, découvrir ce que je suis. Crale fut emmené, la terre fut restituée, l'acte enregistré, le tort réparé enfin, là où les puissants ne pouvaient plus l'atteindre pour l'effacer. Mais Adeline entendit à peine la fin. Elle regardait le duc, et lui la regardait, à travers le tribunal bondé. Et sur son visage, elle vit le même nœud vert et dur qu'elle avait vu sur l'arbre mort. Le bourgeon qui signifie que le long hiver, enfin, cède la place. Une année passa. Elle passa comme passent les bonnes années, sans spectacle. Et à la fin de celle-ci, par une soirée dorée de la fin de l'été, Julian, duc de Wexmoor, parcourut les 7 milles vers l'ouest jusqu'à Grey Hollow Grange. Et en haut de la longue colline, il arrêta son cheval, comme il l'avait fait 2 étés auparavant. Il regarda la vallée en contrebas, et ne la reconnut pas. Il ne la reconnut pas. Les mots montèrent en lui avec une sorte d'émerveillement, car c'étaient les mêmes mots qu'il avait pensés la première fois, et plus vrais maintenant qu'ils ne l'avaient été alors, car le commencement était devenu un monde entier et vivant. Le champ en contrebas était doré de blé mûr jusqu'à la rivière. La maison réparée se dressait, carrée et chaleureuse dans la dernière lumière, chaque cheminée fumant, et une longue et basse nouvelle grange à côté. Et au-delà, les chaumières de la douzaine de familles qui cultivaient la terre et y étaient libres. Le pré du bas que l'inondation avait noyé était de nouveau d'un vert profond et plein de bétail. Et il y avait des enfants. Il y avait des enfants qui couraient le long des haies avec le grand chien gris, vieux maintenant, gris sur gris, trottinant joyeusement après eux. Il entendit, faible dans l'air doré, le son de quelqu'un qui riait et le tintement du marteau du forgeron. Le même forgeron qui avait été autrefois trop occupé pour réparer son portail et qui ne parlait plus maintenant de l'année où il avait eu peur. Tout en dessous de lui poussait. Tout en dessous de lui n'était plus seul. Et dans la cour, là où une seule chose noire et morte avait monté la garde sur la vérité pendant 23 ans, le poirier était en fruit. Il était revenu, exactement comme elle l'avait juré. Il avait éclaté en feuilles ce premier printemps, lentement et avec incrédulité, comme s'il avait oublié comment faire. Et il avait fleuri le suivant, un nuage tout blanc. Et maintenant, à la fin de l'été, il était lourd des premières poires qu'il avait portées depuis une génération, doré et mûrissant dans la lumière chaude. Et en dessous, sur un banc que son jeune homme avait fabriqué, était assise Adeline. Elle n'était plus en gris. Elle avait enfin déposé le deuil. Elle leva les yeux vers la longue colline et le vit là, contre le ciel. Et elle se leva. Et elle attendit de cette manière qu'elle avait, sans se presser, certaine de la marée. Il descendit. Il était descendu 100 fois cette année-là, pour chaque prétexte honnête qu'il pouvait inventer, et plusieurs qu'il ne pouvait pas. Pour réparer ce que sa maison avait fait, se disait-il, et pour être près de la seule chose vivante qu'il avait trouvée en une décennie de gris, ce qui était la raison la plus vraie, et qu'elle avait su bien avant lui. Il laissa son cheval au portail et traversa la cour. Le vieux chien leva sa tête grisonnante, battit sa queue cassée, et ne prit pas la peine de se lever, ayant depuis longtemps décidé que cet homme était autorisé. Le duc s'arrêta devant le banc sous l'arbre chargé, et pendant un moment, aucun ne parla. La lumière dorée recouvrait tout. Le blé, les chaumières, les fruits, eux deux, chaleureux là où le monde avait été si froid. « Je n'ai pas pu le reconnaître, dit-il enfin.
du haut de la colline. Je suis descendu 100 fois, et pourtant ce soir, j'ai regardé, et je ne l'ai pas reconnu. Il secoua lentement la tête. Ce n'est pas la ruine que je vous ai donnée. Ce n'est même pas le commencement que vous m'avez montré. C'est... Il s'arrêta, cherchant. Un homme peu habitué aux mots. C'est vivant. Elle le regarda, et elle lui rendit le mot, simple et calme. Comme son père lui avait donné sa seule vraie phrase dans le froid, il y a une vie de cela. Comme une chose se transmet. Vivant, dit-elle. Le vieil Eli Marsh, qui était assis au chaud près de la porte, car il avait 81 ans maintenant, et faisait moins et regardait plus, et qui ne manquait rien, lança à travers la cour dorée de sa vieille voix cassée, à moitié pour eux, et à moitié, peut-être, pour l'arbre fidèle et la terre patiente elle-même. Oui, dit-il, ça l'a toujours été en dessous, ça attendait seulement. Il regarda les deux, debout l'un près de l'autre sous les fruits lourds. Le duc qui avait appris à voir, et la fille qui était rentrée chez elle. Et son vieux visage se fendit d'un sourire rare et total. Le sourire d'un homme qui a vécu assez longtemps pour voir la roue tourner complètement. Tout pousse, dit Élie, quand ce n'est plus seul. Et le vent chaud passa dans le verger, et une seule poire mûre se détacha, tomba et roula dans l'herbe dorée pour s'arrêter contre son pied. Le premier fruit là où la terre garde les siens. Elle se pencha et la ramassa. Elle la tint un moment dans sa main ouverte. Puis elle la donna, encore chaude du soleil, à l'homme qui lui avait donné une ruine, sans jamais savoir qu'il lui donnait le monde. Et il la prit, et leurs mains se touchèrent et restèrent ainsi. Et au loin, les enfants riaient, et la fumée s'élevait droite et stable de chaque cheminée réparée dans la soirée dorée et indulgente. Et le long hiver, enfin, était terminé.